Comment en sommes-nous arrivés là? Que s'est-il passé? J'étais des 150 000 Français de toutes conditions à avoir quitté le sol de notre pays au début de l'an 1793. Me voici immigré en Angleterre. Mon ennemi d'hier est aujourd'hui mon protecteur. Quel paradoxe! J'ai quitté la France parce que nos institutions et notre marine se sont retrouvées dans le cyclone de la révolte. Pourtant, au début de la Révolution, nous défendions les idées nouvelles, nous souhaitions une constitution. Les principes de liberté, d'égalité, de fraternité étaient bien ancrés dans notre métier. La liberté. Comme beaucoup de mes frères d'armes, officiers de la marine du roi, nous l'avions offerte aux Américains. Avec l'amiral de Grasse et Suffren, nous avions dominé les forces navales anglaises. Ce qui permit aux forces armées de Rochambeau, combinées à celles de Washington et de Lafayette, d'obtenir la capitulation des Anglais à Yorktown. L'égalité, elle nous était commune. L'équipage ne formait qu'un seul corps devant le feu de nos adversaires. La fraternité, elle, était naturelle. Quand le vaisseau sombrait des flots, les mains se tendaient entre matelots et officiers pour tenter de survivre sur de frêles éparses. Voilà qui marquait à jamais les hommes. Nous devions en grande partie au roi le prestige de la France et celui de sa marine. Il est vrai que nous étions la marine des victoires de l'Atlantique et de l'océan Indien, dominant sur mer l'Angleterre. Mais dans le souffle de la révolte, la nation a perdu confiance en sa marine. Que s'est-il donc passé? Tout a commencé dans les ports où de fausses rumeurs annoncent le débarquement anglais. Le peuple enrage. Il s'attaque aux arsenaux pour s'emparer des réserves d'armes. La Convention décide la suppression des crédits d'entretien de la flotte. Les ouvriers et les matelots ne sont plus payés. Une émeute générale s'ensuit. La Révolution a rendu inopérantes les escadres de Louis XVI par une série de malheureuses circonstances. Le développement de l'anarchie et l'inconscience générale sont souvent difficiles à raisonner. Dans la tourmente, le corps de la marine n'a plus de démarche collective. Les prises de position sont individuelles. En avril 1791, un décret est voté dont l'article 1er proclame « Le corps de la marine est supprimé ». Le 30 septembre, l'Assemblée nationale constituante prend conscience de la situation et entreprend une réforme d'ensemble pour recréer la marine. En octobre, la marine modifie son pavillon blanc et adopte un quartier tricolore à la drisse, rouge, blanc, bleu. L'hostilité publique à la Royale devient plus grande et excessive. En septembre 1792, à Toulon, le commandant en chef du port est pendu avec 3 de ses officiers. Enfin, la guillotine se dresse sur les pontons, voire sur certains bâtiments. Alors commence la grande émigration du corps de la marine, longtemps retardée ou freinée par la sympathie naturelle de la plupart des officiers pour les idées nouvelles. Immigration d'autant plus importante qu'à la déception vient s'ajouter la peur. En mars 1792, sur 640 officiers inscrits à Brest, 210 seulement sont à leur poste. La réforme doit rapidement compenser l'hémorragie des cadres de la marine. C'est ainsi qu'un examen symbolique est ouvert à tous les Français ayant navigué pendant 3 ou 4 ans
conférant quasi automatiquement le grade d'enseigne de vaisseau. Parmi eux, quelques-uns issus de la marine du commerce peuvent être directement nommés capitaines de vaisseau à l'âge de 40 ans. Mais ce n'est pas suffisant. Le ministre Monge décide que les officiers de marine pourront être choisis parmi les officiers de toutes armes. Le résultat du recrutement s'avère catastrophique. Par manque d'expérience et d'entretien des navires, le nombre des accidents en mer passe de 1 à 6, souvent dû à l'incompétence et à l'anarchie. Par ailleurs, on ne met pas sur cale les vaisseaux dont la construction avait été décidée. Dès lors, les arsenaux français cessent pratiquement leur activité, tandis que le danger s'accroît. En août 1793, les Anglais prennent possession de Toulon. Certains officiers de marine quittent le port avec leur équipage. D'autres hésitent. Considérés comme lâches, quelques-uns seront guillotinés. Le port est repris en décembre par l'armée de Dugommier, mais les Anglais brûlent 10 vaisseaux, 3 frégates et les réserves de magasins avant de s'enfuir. Un jeune capitaine d'artillerie se distingue, Bonaparte. Les mois suivants, l'émigration s'accélère encore. Le vice-amiral d'Estaing, qui porta secours aux Américains pendant la guerre de l'indépendance, rejoint les clubs. Promu amiral, il est guillotiné sous la Terreur en 1794. En août 1795, sur ordre de la Convention, 48 officiers de marine sont fusillés par les soldats de la Révolution sur une plage de Quiberon, alors qu'ils débarquent armes à la main soutenir la Vendée soulevée. Que nous arrive-t-il ? Cette révolution bouleverse les racines de ma culture, à travers une époque qui voit s'écrouler un monde, l'ancien régime. Mais quoi qu'il advienne, je reste attaché à cette marine. Que le sang s'arrête de couler et je serai à nouveau à son service. Aujourd'hui, en cette fin d'année 1795, je me pose une douloureuse question. Quand reverrai-je mon pays natal ? C'est dans ce contexte que le jeune américain Robert Fulton débarque à Paris 2 ans avant l'avènement de Bonaparte. En 1797, le directoire n'a plus d'argent et doit admettre la faillite financière. La marine réintègre quelques officiers et amiraux de l'ancien corps. Robert Fulton est reçu par le ministre de la Marine, le vice-amiral Pléville-Le-Pellet, le 17 décembre 1797. Citoyen ministre, monsieur l'ingénieur Fulton. Je suis très heureux de vous accueillir. Mes respects, citoyen ministre. Je vous suis très obligé de m'avoir accordé cette audience privée. Asseyons-nous. Alors, monsieur Fulton, l'Amérique ne vous manque-t-elle point ? Quelquefois. Mais vous savez, citoyen ministre, je suis ici un peu comme chez moi. Et puis je m'habitue au bon goût français. Puis-je vous demander, dans un premier temps, vos motivations sur le choix de la France pour développer votre projet ? Citoyen ministre, je vais être franc avec vous. Mon opinion sur le projet, ou du moins ce qui me pousse à le créer, est pour moi essentielle, salutaire et naturelle. Je sais ô combien la Royal Navy domine les mers du globe et contrôle tous les échanges. Mais la domination par la force est nécessairement tyrannique, odieux, comment dites-vous en français, absurde. Et vous savez bien que la guerre est inévitable tant qu'une puissance dispose seule de l'arme absolue. Est-ce normal que la France, pays de 26 millions d'habitants, ne puisse imposer la liberté des mers à 16 millions d'Anglais ? Sur ce point, je suis le premier concerné. C'est pour cela que vous êtes ici, mon cher ami. Et cette invention dont on m'a parlé ? Mon invention de bateau plongeur, que j'ai nommé le Nautilus, vous redonnera, j'en suis convaincu, la liberté des mers. Vous savez, pour ma part, moi qui ai fait 12 campagnes, pris part à 7 combats, blessé à une jambe, fait prisonnier, j'ai particulièrement cultivé le goût de la liberté. Mais qu'entendez-vous par la liberté des mers ? Précisez, je vous prie.
Le principe est éternel. La soumission des ennemis de la liberté est le droit de tout homme. Il en va de l'intérêt de la société entière. Mais seul mon projet peut efficacement détruire les vaisseaux anglais à 3 ponts. Les commissions devant lesquelles vous êtes longuement expliqué, M. Fulton, ont apprécié votre invention. Certains même ont stipulé que vous aviez du génie. D'autres m'ont suggéré qu'il était possible de calquer exactement une partie de ce plan que vous avez proposé. Cela serait volontairement connu en Angleterre. Bien entendu, nous aurions modifié ce plan. Mais je refuse ce genre de démarche. Croyez-vous réellement débarrasser la France de la flotte britannique en l'obligeant à lever le blocus, par exemple? Je suis prêt à vous le démontrer. Mais pour cela, je dois fabriquer mon submersible. Je suppose que si vous réussissez votre projet, vous, Américains, qu'attendez-vous de la France en contrepartie? Peu de choses. Dès le début de la reconquête des mers, je demande à la France une prime de 4000 francs par canon pour chaque navire anglais. La propriété de tout navire anglais capturé par le Nautilus et évidemment l'interdiction de s'en servir contre les États-Unis. Je distingue 2 parties dans votre dossier. La première est la motivation qui détermine votre créativité. La deuxième, d'ordre financier, où votre Nautilus serait contraire à l'opinion due à l'intérêt du directoire, alors je serai impuissant. Où il correspond à la solution établie pour reconquérir les mers, là, je vous appuierai jusqu'au bout. Signez-moi vos conditions, nous aviserons. J'espère que le Nautilus permettra à la France de triompher de sa liberté. Voilà le véritable but de mes travaux. Je vous remercie, Monsieur Fulton. Dans un premier temps, le ministre donne un accord de principe et réduit de moitié les primes demandées. Mais quelques semaines plus tard, il transmet à Fulton la réponse du directoire qui notifie que toutes ses propositions sont repoussées. 1798, nomination du nouveau ministre de la Marine, le vice-amiral Bruy. Monsieur Fulton, j'ai entendu beaucoup de choses à votre sujet, bien souvent contradictoires. La plupart des marines n'attachent guère aujourd'hui qu'une vague idée au principe du submersible, malgré vos prédécesseurs en la matière, comme Bushnell, américain lui aussi. Mais puisque vous avez eu la gentillesse de nous apporter les plans du Nautilus, peut-être pourrions-nous les consulter plus en détail. Je vous présente notre ingénieur de la marine, le citoyen Forfait. Enchanté, Monsieur Fulton. Et si je peux compléter les arguments de Monsieur le ministre, au reste, il nous importe bien moins de savoir ce que l'on fait ailleurs que de trouver ce qu'il nous convient d'établir ensemble. Je partage tout à fait votre opinion. Maintenant, pour embrasser l'ensemble du projet, pour en saisir l'esprit et en calculer les effets, il faudrait que je vous détaille le plan. Puis-je? Mais je vous en prie. Tel que vous le voyez là, c'est un bateau de 6,48 m qui permet avec cette voile de s'approcher des navires britanniques avec la plus grande discrétion. Suffisamment près de l'un d'eux, on replie la voile en quelques minutes. L'immersion est alors réglée par un lest liquide variable introduit ou expulsé par cette pompe dans les ballasts extérieurs. Quel est son mode de navigation sous-marine? La propulsion du Nautilus est assurée par cette hélice arrière de 1,34 m actionnée manuellement, atteignant 240 tours par minute. Là, 2 gouvernails, l'un de direction, l'autre de profondeur. Le tout dirigé par un équipage de 3 hommes. Tout cela est bien joli. Mais comment détruisez-vous les vaisseaux anglais? Nous y voilà, regardez. Le plus intéressant est ce baril de cuivre remorqué à l'extérieur contenant 100 kg de poudre que l'on fixe contre la coque ennemie au moyen de cette cheville. La mise à feu est déclenchée par une traction du câble à partir du sous-marin, mais à bonne distance. Cela déclenche à l'intérieur un briquet à ressort et c'en est fini du vaisseau de la Royal Navy. Malgré l'encouragement d'une commission spéciale sur le Nautilus, le directoire repousse à nouveau le projet. L'état-major de la marine n'admet pas le caractère déloyal de l'attaque sous-marine. Pour le marin, la mort dans l'honneur est bafouée. De plus,
Analysons bien toutes les données. L'idée de Fulton, mon cher ami, peut avoir de graves conséquences sur l'avenir de notre pays. Allons jusqu'au bout de son raisonnement, si tant soit peu il en existe un. Supposons que nous dominions la marine anglaise sans le moindre vaisseau. Alors, mon cher ami, se pose une simple question de bon sens. Que deviendraient les milliers d'ouvriers travaillant sur les chantiers navals? Que deviendraient les milliers de marins embarqués à bord des vaisseaux? Et que deviendrait tout le peuple de l'administration et de l'intendance basé à terre? Je vous le demande. En effet, il est facile sans doute de présenter un projet particulier, capable d'effrayer l'imagination, mais il faut voir la chose sous des rapports plus étendus. Sur ce point, vous avez entièrement raison. Après des essais concluants du Nautilus dans la Seine, c'est le 1er décembre 1800 que Robert Fulton est présenté à Bonaparte. Citoyen premier consul, donnez-moi les moyens de construire 10 sous-marins et c'en est fait de l'Angleterre. Combien vous faut-il? 60 000 francs serait suffisant pour commencer. C'est bien, monsieur. Votre projet me semble raisonnable. Je vous ferai connaître sans tarder la réponse du gouvernement. Malgré l'encouragement du nouveau ministre Forfait, l'argent ne vient pas. Décidé, Fulton essaye le 10 août 1801 de couler un bateau anglais de 72 canons. Les Anglais, avertis par leurs espions, effectuent des rondes de chaloupes armées autour du vaisseau. Fulton ne peut suffisamment s'approcher sans se faire repérer. Bonaparte apprend l'échec de cette tentative. La défiance. Croire aux démonstrations. Est-ce là le langage d'un homme libre qui croit que la liberté ne peut être achetée à trop haut prix? C'est un extravagant imbécile, ce Fulton! Un charlatan qui veut seulement s'enrichir sur les deniers de l'État. Avec ou sans Fulton, Londres sera un jour à ma botte. Fulton, découragé par la France, arrive en Angleterre en 1804. Il reprend l'étude du Nautilus. Il finit par mettre au point une innovation capitale. Grâce à 2 pompes, l'eau des ballasts envahit l'intervalle entre les 2 coques. Cette technique est encore appliquée sur tous les sous-marins modernes. Après une démonstration réussie du Nautilus devant les officiers anglais, l'amiral Pitt donne cette réponse à Fulton: c'est un genre de guerre inutile au maître des mers du monde. Le ministre offre à Fulton d'étouffer l'affaire en lui rachetant ses inventions pour les détruire. Fulton répond: Aucune considération ne me fera jamais priver le monde de pareille invention. Las de tous ses efforts, Robert Fulton retourne en Amérique en 1806, développe la machine à vapeur marine, ces bateaux à aubes qui allaient le rendre célèbre. Il meurt en 1815. L'Angleterre est plus forte que jamais sur mer.